Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir juste à côté de moi, on va parler d'un boîtier. Il s'agit d'un boîtier de chez Deepcool, c'est le CH370, donc un boîtier mid tower qui est fait donc vraiment pour les configurations, donc pour les cartes mères en micro ATX, mais qui a quand même la capacité de pouvoir accueillir des water cooling de 360 mm, de 240, ainsi que quand même pas mal de grosses cartes graphiques, donc ça c'est quand même assez sympathique. Il a un design je trouve assez ordinaire, plus en fait une petite features en plus. Et c'est aussi pour ça que je me suis dit pourquoi pas vous le présenter. Ce boîtier là à l'heure actuelle m'a été envoyé donc gratuitement par la marque. Ils m'ont dit juste du coup est-ce que tu veux le tester? J'ai dit oui. Donc je vous le présente en fait aujourd'hui parce que je trouve qu'il a quand même un intérêt à l'heure actuelle sur le marché. Car à l'heure actuelle c'est un boîtier qu'on va pouvoir retrouver aux alentours des 80 €. Et quand on voit les boîtiers que l'on a à l'heure actuelle sur le marché dans ces tarifs là, malheureusement soit on va avoir des boîtiers qui en termes de qualité physique sont vraiment mauvais et sont bof, soit on va se retrouver avec des boîtiers qui ont beaucoup de défauts et qui sont pas top. Ou sinon des boîtiers qui vont être, j'allais dire, moyen, mais voilà, sans plus, un peu, il y a mieux. Et pour l'avoir déjà eu entre les mains, avoir déjà monté en fait deux ou trois configurations en fait dans différents et dans ce boîtier-là, clairement, je me suis dit que ça valait aussi le coup de pouvoir vous le présenter. Donc c'est aussi pour ça que j'ai accepté à l'heure actuelle qui me l'envoie. Je n'ai absolument pas été payé donc coup pour pouvoir vous faire la présentation et je vais quand même garder un regard objectif. Vis-à-vis de ce boîtier-là et du test dans cette vidéo-là, clairement, on va faire l'unboxing. Donc moi j'ai déjà ouvert, mais on va vous présenter en fait un peu donc le tour de la bête et on va voir ce qu'il y a en fait à l'intérieur en termes de possibilités. Puis après je vais monter une configuration à l'intérieur. Moi je vais faire mes tests de chauffe. On va voir un petit peu en fait ce qu'il a dans le ventre et ce que ça vaut, en sachant que à l'heure actuelle pour en fait une configuration, j'ai pris une configuration type pour en fait ces boîtiers là et on aura une configuration qui va être un petit peu boostée, si on peut dire ça, pour pouvoir en fait un peu pousser les boîtiers en fait à leur limite, mais surtout une configuration qui restera la même pour chacun des boîtiers avec un test de chauffe qui sera équivalent à chaque fois pour vraiment avoir quelque chose en fait à la fin de comparable et de pouvoir comparer au fur et à mesure tous les boîtiers que je vous présenterai sur la chaîne. Et là je peux vous dire qu'il y en a 3-4 qui vont arriver en fait prochainement. Voilà, mais avant d'attaquer la partie unboxing et ouverture de ce petit boîtier, n'hésitez pas à me dire directement en commentaire si ce type de produit vous intéresse, si vous aviez des boîtiers que vous souhaitez que je vous présente et que je vous fasse en fait un petit tour, si en fait la partie test vous convient en fait à ce moment-là et si vous voyez peut-être d'autres options, d'autres choses en fait à ce moment-là à voir en fait d'un point de vue test. Donc ça n'hésitez surtout pas. Et puis vous savez quoi faire pour m'encourager, c'est avec le pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, en vous abonnant, en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et puis du coup sur ce on va attaquer par l'ouverture de ce dernier. C'est parti. Et donc là une fois déballé, on va se retrouver directement avec la façade avant. C'est une façade donc en métal, avec un métal qui est quand même assez fin, qui est assez agréable. Et on a une derrière en fait la façade, on va avoir une sorte de seconde grille, puis un filtre à l'arrière. Ça donne un style qui est quand même assez sympathique, notamment si on peut voir juste en dessous, comme quoi on peut aussi le changer et pouvoir finalement un petit peu augmenter la surface d'entrée d'air et donc avoir, j'allais dire, un pseudo en fait boost d'air frais pour la configuration. Je trouve que c'est quand même assez sympathique d'y avoir pensé. Il n'y a rien qui dépasse, vous avez juste un petit bouton, on veut changer, hop, on remonte et c'est terminé. Je trouve quand même ça assez sympathique. Après sur le côté gauche donc de la configuration et donc du boîtier, on va retrouver directement donc là tout l'aspect donc vitré. On est sur une vitre qui elle est en verre trempé. On verra le détail de l'intérieur juste après. Ici comme vous pouvez le voir, on a un petit logo casque. Alors vous allez me dire pourquoi en fait, à quoi ça sert? Et simplement parce que ce boîtier intègre donc un repose casque intégré. C'est ultra sympathique d'avoir cette petite features là, ça permet de pouvoir justement poser son casque à ce moment là directement dessus. Ça supportera quand même pas mal de charge, franchement en fait on peut y aller, ça fait vraiment, ça bouge pas et ça reste quand même assez costaud, même si c'est une pièce de plastique et pas une pièce de métal. C'est ce qui est peut-être un petit peu dommage, mais ça peut se comprendre aussi d'un point de vue tarification. Juste en dessous, et là on va retrouver aussi ces aérations sur le latéral donc de la façade avant des deux côtés du boîtier. Donc ça c'est quand même assez sympathique. Et sur l'arrière du boîtier, comme vous pouvez le voir juste en dessous, on va aussi avoir une aération sur la plaque arrière. Aération sur la plaque arrière qui, je pense personnellement, est plus là pour une certaine décoration plus qu'un effet réellement technique. Mais ça après c'est un choix à ce moment-là que la marque a voulu faire. Sur l'arrière donc du boîtier d'un point de vue connectique et emplacement, vous avez ici l'aspect pour la Shield, un ventilateur qui est déjà prémonté, 4 équerres ou 4 slots PCI disponibles d'un point de vue fixation. La partie alimentation, donc là aucune plaque détachable, ça veut dire qu'on rentrera l'alimentation par l'intérieur du boîtier pour pouvoir à ce moment-là en fait la visser. Vous avez ici donc les deux vis à main pour pouvoir dévisser
visser la plaque arrière. Et ici, pas de vis à main pour la vitre à l'avant. On va tout simplement avoir besoin de tirer. Donc c'est un petit peu entre guillemets un fort, c'est normal, ça va forcer un petit peu pour pouvoir justement enlever la vitre. Vitre qui est quand même assez bien protégée, donc ça, on n'a pas de souci avec cette dernière. Et au niveau du maintien, ne vous inquiétez pas, ça risque pas réellement de tomber parce que ici vous avez donc deux aimants qui sont quand même assez puissants pour pouvoir la retenir en fait dans toutes conditions. Ce qui nous amène maintenant à l'intérieur donc de la configuration, ou plutôt du boîtier en lui-même. Ici vous avez donc le cache-alime avec une grille sur l'intégralité du cache-alime, ce qui fait qu'on verra le dessous au niveau des câbles, on verra le bloc d'alimentation sur le dessus. Après au niveau de la plaque arrière, juste ici, on va pouvoir avoir donc un support qui va pouvoir supporter les configurations, ou en tout cas les cartes mères de mini ATX, ainsi que les cartes mères micro ATX et du coup les formats en fait attenant au micro ATX. Cette partie là, donc cette petite broche, peut-être que du coup ça vous a peut-être choqué, mais en soi c'est ultra bien pensé et je trouve que c'est aussi une feature qui maintenant devrait être obligatoire dans presque tous les boîtiers. C'est un support pour carte graphique. Et oui, vous avez à l'arrière deux vis qui vous permettent de pouvoir baisser et augmenter la hauteur justement de cette fixation pour pouvoir réellement supporter votre carte graphique et donc soutenir cette dernière pour éviter qu'elle penche et qu'elle crée des dommages sur votre configuration ou plutôt sur votre carte mère. Au niveau des passes câbles, comme vous pouvez le voir, vous avez deux passes câbles ici, donc notamment la partie USB ainsi que pour la partie front panel, la partie audio et d'autres connectiques si besoin. On va avoir deux autres passes câbles sur le côté droit pour les câbles d'alimentation, donc carte graphique, et pour les câbles d'alimentation de la carte mère. Et sur le dessus, donc à l'intérieur, vous allez pouvoir retrouver juste dans le coin en haut à gauche un passe câble aussi, ainsi que juste au-dessus donc de l'extrémité droite de la carte mère, un autre passe câble. Les passe câbles ne sont pas protégés, vous n'avez pas à l'intérieur donc de caoutchouc ou autre pour pouvoir justement laisser passer les câbles proprement. Ça va être peut-être un petit peu dommage. Sur le dessous du boîtier, vous allez retrouver un filtre à poussière qui ne s'enlève pas de façon raquée, il faudra simplement venir le tordre pour pouvoir l'enlever à ce moment-là. Ici, vous avez les vis pour pouvoir enlever la cage HDD qu'on va pouvoir retrouver en dessous du cache alimentation. Et là, donc le bouton que je vous ai présenté de la façade avant pour pouvoir justement changer la partie design et le flux d'air. Sur le dessus du boîtier, là on va retrouver un filtre à poussière cachant donc les différentes fixations pour les ventilateurs. C'est un filtre à poussière qui lui est aimanté, donc il permet de pouvoir tenir en fait facilement sur la surface, donc sans avoir besoin de se trimballer à gauche et à droite. On va avoir donc une LED de fonctionnement, un bouton reset, un USB, un jack donc audio ainsi que micro, puis une autre USB, et ici donc le bouton power. Vis-à-vis des fixations, vous allez pouvoir avoir donc un water cooling en 240 mm ou en 280 mm, ou permettre de pouvoir mettre deux ventilateurs de 140 ou deux ventilateurs de 120. Je pense que là vous l'auriez compris. Maintenant passe à l'arrière du boîtier. Une fois qu'on a enlevé la plaque donc arrière qui est en métal, avec un métal j'allais dire en fait assez classique et robuste, vous allez pouvoir y retrouver aussi ici un filtre anti-poussière, donc ça assez sympathique, assez agréable. D'un point de vue arrière, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va retrouver donc une cage HDD directement, donc 3,5 pouces, que l'on va pouvoir en fait à ce moment-là enlever si on a le besoin d'un point de vue place. Ici vous avez les deux vis pour pouvoir régler donc l'équerre de soutien de la carte graphique. Là vous avez donc toute la partie câblage pour le front panel qui se situe sur le haut. On va retrouver quand même pas mal de passes câbles sur les extrémités en fait métalliques, mais rien sur la caisse principale. Donc ça, à voir si au niveau du cable management c'est réellement en fait efficace et c'était réellement un bon choix de la part de Deepcool. Ici vous avez 4 fixations qui vous permettent de pouvoir en fait fixer un SSD en 2,5 pouces ou un disque dur en 2,5 pouces souhaité, au même titre que ici. Donc c'est vrai que d'un point de vue possibilité, ce boîtier offre quand même pas mal de possibilités d'un point de vue connexion, d'un point de vue place et d'un point de vue configuration. Donc ça va pas être limitant. Le ventilateur qui est fourni à l'avant, c'est un ventilateur classique, donc ça en fait on a rien à dire en fait de plus directement. Et sur la façade avant, aucun ventilateur ne sera fourni avec le boîtier lors de l'achat. Donc pensez bien en fait, si vous choisissez ce boîtier, ajoutez 3 ventilateurs en fait en façade, ou au minimum 2 pour avoir un flux d'air qui soit minimum correct. En parlant de cette façade et de ces ventilateurs, on va tout simplement enlever donc la façade que vous voyez juste ici. Vous avez donc le système qui est d'en haut pour en fait libérer directement le support de casque. Donc, vous voyez qu'on s'est fait directement avec un ressort, donc ça pourquoi pas. On va avoir en plus ici donc tout le filtre à poussière. Ici la petite baguette pour pouvoir justement changer le design. Donc on voit que c'est juste un petit bouton en plastique qui permet de le déloger. Mais vous allez me dire comment on nettoie. Et ben pour nettoyer, il faut tout simplement tout dévisser. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais ça on le verra en fait dans les points positifs et dans les points négatifs. Sur cette façade avant, d'un point de vue possibilité, on va avoir la possibilité de mettre 3 ventilateurs en 120 cm ou 2 ventilateurs en 140 cm, pouvoir avoir la possibilité de pouvoir mettre des
water cooling de 120, 240 et 360 mm à ce moment-là. Comme vous pouvez le voir juste ici, on voit donc la cage HDD qui est juste en bas. Et au niveau de l'écart, je ne sais pas si au niveau de la caméra vous pouvez le voir en fait correctement, mais on a quand même un grand écart entre le métal ici, donc de la façade, et le début du cache à lime directement. Cet écart-là mesure donc 8,5 cm, qui vous permettra en fait de pouvoir mettre n'importe quel water cooling et d'avoir quand même de la place sans avoir en fait de soucis. Cependant, sur beaucoup de water cooling, vous serez obligé, selon les épaisseurs des radiateurs, de pouvoir justement enlever la cage HDD, parce que sinon en fait elle tapera, qu'elle intervient aux alentours des 6 cm dès le début du coup de la façade. Et donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fini tout le montage. Alors au niveau du cable management, ça va, ça reste ok. La configuration, elle est quand même, j'allais dire, assez imposante, mais d'un point de vue somme toute très classique. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur réellement? Au niveau du water cooling, on est sur le Thermalright Frozen Prism que je vous ai présenté dernièrement. Au niveau de la carte mère, on est sur une carte mère d'MSI en micro ATX. Au niveau du processeur, c'est un 10900K qui se cache en dessous de ce beau water cooling. On a 2 barrettes de RAM. Et au niveau de la carte graphique, j'ai pas choisi une petite carte graphique, j'ai choisi une 6900 XT de chez Asus TUF, donc quand même une grosse carte graphique. Pour les systèmes de ventilation, quand les boîtiers ne sont pas équipés de ventilateurs à l'avant, j'ai choisi de mettre 3 P12 Max de chez Arctic. Clairement, pourquoi? C'est parce que ce sont d'excellents ventilateurs, qu'on est à une dizaine d'euros unité, donc en termes de rapport qualité-prix, ils sont excellents. Dans le cas où on aura des boîtiers qui seront eux équipés déjà de ventilateurs à l'avant, on fera un test avec les ventilateurs fournis et après un test avec les P12 Max. Pour ce cas-là, il n'y a que le ventilateur arrière qui est fourni, que j'ai laissé bien évidemment. Et du coup, j'ai mis les 3 ventilateurs à l'avant afin d'avoir quand même une configuration qui, j'allais dire, représente presque toutes les configurations une fois terminées pour en fait ce type de boîtier. En termes de test au niveau des températures, comme là vous pouvez le voir, donc au niveau du protocole de bench, on est donc sur les températures relevées après un stress test maximal effectué sur 1 heure. Au CCT Power, CPU et GPU à 100%, c'est-à-dire que du coup c'est un test qui va stresser le processeur comme la carte graphique. Au niveau du processeur, comme j'ai dit, on est sur un i9 à 10900K qui a été fixé à 4,9 GHz pour 180 watts en fait à la sortie. Et au niveau de la RX 6900 XT, je l'ai resté à stock. D'un point de vue donc la température, vous pouvez le voir en idle, on est à 29 degrés. Sur le GPU, on était donc à 78 degrés contre 71 degrés sur le processeur. Ça reste pour moi les températures qui sont convenables et qui sont conformes, en sachant qu'on est quand même sur un stress test et surtout sur un stress test d'1 heure. Donc c'est pas n'importe quoi, les températures sont bonnes. Comme là vous pouvez le voir, donc j'ai fait un test de fumée pour pouvoir essayer de vous représenter l'airflow global du boîtier. J'en vois quand même pas mal de fumée à l'avant. En termes de positionnement pour la grille à l'avant, j'ai fait les tests avec la grille donc baissée ainsi que la grille levée, donc avec toute la partie visuelle. Clairement, il y a peu de différence. On n'a même pas un degré de différence, donc c'est pour ça que j'ai pas choisi du coup de vous les présenter en termes de température, parce que l'effet est plus visuel que technique. Au niveau de la fumée, comme vous pouvez le voir, tout est vraiment bien dissipé et j'en vois quand même pas mal de fumée. Je me suis enfumé l'appartement en fait entièrement, mais clairement on a vraiment en fait un système de refroidissement qui est ok. On va avoir justement un airflow qui est bien fait, et ça, le boîtier ne vient pas du tout limiter à la partie donc ventilation, et vous voyez que la dissipation se fait sans aucun problème. Et donc là, comme vous avez pu le voir avec l'aspect donc performance de ce PC, avec tout autour donc du boîtier en lui-même, on a quand même pu voir que finalement d'un point de vue technique, ce boîtier a quand même beaucoup d'avantages. C'est là où on va justement parler des points négatifs et des points positifs de ce boîtier, parce que bien évidemment qu'il y a des points négatifs aussi. Alors il y en a quand même très peu finalement, ça reste pour moi des points négatifs qui sont de l'ordre du détail. Franchement, c'est quand même assez agréable de pouvoir en fait dire ça finalement d'un produit. Le premier point négatif pour moi, et je pense que certains l'auront peut-être vu à ma façon de le dire lors du tour en fait du boîtier, un peu de l'unboxing, c'est tout simplement au niveau de la vitre. À l'heure actuelle, vous avez donc le système pour pouvoir l'ouvrir, vous avez simplement besoin de le pousser. Il va rester en suspension comme ça, et en fait la vitre va pouvoir rester à moitié ouverte finalement, si on peut dire ça, et après on peut l'enlever. Cependant, vous avez certes un trou pour pouvoir en fait y caler une vis, c'est pas déjà vissé en fait de base, et vous avez juste les 2 aimants d'en haut. Bon, moi personnellement, aimant dans un PC, j'aime pas trop ça, et mais c'est surtout que en fait d'un point de vue sécurité sur la partie vitre, malheureusement il y en a strictement aucune. C'est-à-dire que si vous l'ouvrez en fait par erreur, et que bah du coup vous avez en fait un risque de la faire tomber, de la casser. C'est un risque qui est quand même assez, j'allais dire, élevé si vous faites pas attention. Si on y fait attention, du coup il n'y a pas de raison en fait de la casser. Cependant, pour un boîtier à 80 €, si après il faut racheter 20 à 30 € une vitre sur internet pour pouvoir se la faire livrer après avec 5 à 10 € de frais de port, autant vous dire que ça fait quand même un mal. À l'heure actuelle, Deepcool n'a pas de, j'allais dire, de site pour la pièce détachée directement, donc c'est même pas dit qu'on puisse racheter en fait une vitre. Donc si vous la cassez, vous pouvez autant vous dire en fait de changer le boîtier, parce que
finalement du coup tout est HS. Autre point négatif que moi je vais retrouver à l'heure actuelle, c'est au niveau de le système de fixation de la carte graphique. Alors, vous avez des vieux systèmes de fixation, alors ça je vais vous le montrer directement. Comme vous pouvez le voir en fait juste ici, c'est-à-dire que vous avez donc une sorte de backplate en fait en L qu'on va justement venir fixer pour pouvoir en fait après venir serrer les équerres et après y remettre les vis. Là je l'ai pas mise parce qu'elle ne passe pas avec la carte graphique, puisque la carte graphique du coup est un peu épaisse et qu'elle vient du coup en fait taper la partie en métal à ce moment-là, et du coup que ça vient en fait justement faire un sorte de conflit, si on peut dire ça. Par contre, d'un point de vue général, ça reste du coup pour moi en fait un système de fixation qui est un petit peu archaïque. Il suffisait juste de mettre ça en fait et d'avoir un système du coup de cache qui soit un peu plus adapté, c'était tout. Voilà, il n'y avait pas réellement besoin de faire plus. Autre point négatif, et là ça va être un point négatif plus dans l'aspect montage sur ce boîtier, c'est que au niveau des alimentations, si vous avez des alimentations et des blocs d'alimentation qui sont trop gros et trop imposants, vous allez avoir du mal à la rentrer à l'intérieur du boîtier. Je m'explique. À l'arrière, vous avez donc la plaque qui vient justement se positionner donc pour pouvoir en fait fermer le boîtier. Cette plaque là en bas, vous avez une petite rigole du coup dans lequel ça vient se loger en fait à l'intérieur. Et ben cette rigole là, elle est quand même assez épaisse, ce qui fait que finalement quand vous avez des grosses alimentations et que vous avez déjà fait passer votre câblage, que ça soit pour les USB 3 etc, ben vous êtes obligé de tout enlever parce que vous êtes obligé de forcer et de la mettre à l'intérieur pour que ça rentre. Pour des gros blocs, je tiens à préciser que j'ai testé avec une RM750X en fait à ce moment-là, ça passait en fait sans trop de soucis. J'ai pris une torde, du coup j'ai râpé, hein. Clairement voilà. Donc c'est vrai que du coup c'est là où c'est un petit peu un inconvénient, c'est qu'en fonction des grosses alimentations, vous risquez d'avoir du mal. Après bien évidemment que ça reste aussi un boîtier qui lui se veut donc milieu de gamme d'un point de vue en fait technique, donc pour accueillir des configurations de milieu de gamme, donc il n'y a pas non plus besoin d'avoir des très gros blocs à ce moment-là en fait d'alimentation. Ça peut aussi se comprendre. Pour moi ça reste un point négatif aujourd'hui, malheureusement en fait on a des composants qui sont de plus en plus gourmands en fait en termes d'énergie. On a du coup en fait un besoin d'alimentation qui est de plus en plus élevé. Vous avez des cartes graphiques justement qui sont de plus en plus grosses, et ça ils l'ont compris et ils ont mis un support en fait de carte graphique avec. Donc du coup je pense que il y aurait peut-être pu avoir un petit effort avec juste un petit décroché au milieu pour pouvoir correctement faire passer les alimentations. Voilà, c'est juste ces petits points négatifs qui pour moi m'ont gêné dans l'expérience de montage et m'ont gêné dans l'expérience globale de ce boîtier, mais sinon c'est tout. Il n'y a rien d'autre en fait de spécifique. Pour moi ça reste vraiment un très bon boîtier. Vous avez pu le voir vis-à-vis des tests de performance avec de la fumée etc pour vous l'imager. Clairement même au niveau des températures on est bon, ça reste vraiment en fait un bon boîtier. Donc pour moi c'est quelque chose que je peux vous conseiller à 100%. D'un point de vue point positif, qu'est-ce qu'on peut avoir en fait au niveau des points positifs? Le support de carte graphique qui est déjà intégré en fait dedans, je trouve que c'est un plus, c'est quelque chose que je pense qui devrait arriver sur presque tous les boîtiers en fait à l'heure actuelle, parce que justement les constructeurs de carte graphique nous font en fait des pavés au fur et à mesure, et là clairement quand on se dit que du coup une carte graphique elle sera soutenue, que ça sera en plus sur le boîtier et que ça sera quelque chose qui sera bien maintenu, c'est quand même ultra agréable. Voilà, on peut pas passer à côté. Point positif, mais ça c'est vraiment plus de l'esthétisme et j'allais dire de l'originalité, et ça de toute façon en fait on le verra dans les petites notes que je vous donne à la fin. Bon bien évidemment le support de casque. Le support de casque que vous avez en fait dessus, ça reste largement bon et ça reste quand même assez sympathique de pouvoir en fait le positionner. C'est aussi, et ça montre en fait aussi une chose, c'est que ce boîtier est fait pour pouvoir être mis sur le bureau ou pour pouvoir être vraiment du coup sur votre droite lorsque vous êtes en fait sur un setup, pour pouvoir justement en fait pouvoir positionner votre casque sans aucun problème. Voilà, moi que dire de plus après, ça reste vraiment pour moi en fait une bonne chose. Toutefois s'il y a quelque chose en fait en termes de conclusion à dire en fait sur ce boîtier, je vous dirais dans tous les cas il faut mettre des bons ventilateurs à l'avant. Là vous avez pu le voir au niveau des tests et au niveau de la configuration de test, j'ai pas pris une configuration de test du coup vraiment basique, je suis parti du coup sur quelque chose en fait assez performant et d'assez élevé. Cette configuration de test sera retrouvée sur tous les prochains boîtiers que je vais tester sur la chaîne, donc autant vous dire que du coup on aura à chaque fois en fait un point de référence et on va pouvoir les comparer en fait au fur et à mesure les uns avec les autres. Allez, et maintenant pour conclure, on va quand même donner une petite note à ce boîtier, parce que déjà d'ores et déjà je pense que vous avez compris, à l'heure actuelle je peux vous le conseiller sans aucun problème, donc ça n'hésitez pas, je vous mets le lien directement en description. Mais comment je le classerais? Comment je le classerais en fait, en sachant qu'on va quand même tester pas mal de boîtiers sur la chaîne et que ça va arriver en fait au fur et à mesure des semaines qui arrivent, du coup comment en fait par quel biais je peux le classer? On va le classer selon 3 critères en fait à l'heure actuelle. Le premier critère qui est pour moi un critère assez subjectif, c'est du coup tout aspect esthétisme. Donc on va vraiment en fait globaliser l'aspect visuel, en sachant que dans cet aspect visuel là il y a aussi quelques points qui vont être donnés pour l'originalité. Donc un peu l'aspect esthétisme du coup ça va être j'allais dire 5 sur 5 pour en fait l'aspect global, est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau, ou est-ce que c'est spécial en fait dessus, et en fait 5 sur 5 par exemple pour tout ce qui est original, ou justement si on a en fait un boîtier qui est un tank,
je dis n'importe quoi. Ah oui, c'est sûr que là, il aura 5 sur 5 pour l'originalité. Voilà, après, est-ce qu'il y a des petites features comme là, du coup, en fait, le porte-casque, la façade avant qui est amovible d'un point de vue design et d'un point de vue airflow, est-ce que du coup, il y a quelque chose en fait de plus ou de moins? Voilà, donc ça, c'est aussi pour ça que du coup, l'aspect esthétique est quand même assez, j'allais dire, spécifique et subjectif. Après, on va voir l'aspect d'agencement et l'aspect performance. L'aspect performance, c'est tout simplement d'un point de vue température, est-ce que ça convient ou pas? D'un point de vue agencement, c'est est-ce que j'ai galéré au niveau du cable management, au niveau des positionnements des différents éléments et la compatibilité avec les différents composants actuels. Voilà. En termes de performance, on est donc pour moi du coup j'allais dire en fait à 8 sur 10 sur ce boîtier là. Clairement il a de très bonnes performances. Pourquoi je mets pas plus? Simplement parce que du coup en fait on peut pas avoir 10 sur 10. 9 sur 10 pourquoi pas en fait dessus, mais je trouve que d'un point de vue en fait point négatif sur tout simplement le fait que du coup à l'heure actuelle ça reste aussi un petit boîtier. On va se retrouver en fait dessus sur une configuration où on est obligé de pouvoir apporter quelque chose de très performant pour pouvoir en fait avoir une performance dans ce PC. Je m'explique, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, au vu du format compact, vous êtes obligé d'apporter quand même par exemple là 3 bons ventilateurs à l'avant. On va pas mettre des up-ear ou des DIY du coup en fait qui sont pas en fait excellents d'un point de vue airflow, justement parce que malheureusement en fait ils vont pas être assez performants pour pouvoir suffisamment tracter de l'air et y aller. Je tiens quand même à le répéter, là à l'heure actuelle on est sur des P12 max dessus, donc on est sur des ventilateurs qui techniquement et même si je peux le dire vont en limite améliorer la partie performance de ce boîtier. Donc c'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle, du coup voilà, pour moi en fait dessus, même si le test à l'heure actuelle là dedans en fait il est bon et qu'en termes de performance c'est ok parce que le boîtier ne bride pas finalement en fait les ventilateurs et les ventilateurs permettent d'augmenter finalement un peu la performance du boîtier, ça reste pour moi ok, mais sachez que si vous mettez des ventilateurs de moins bonne performance, vous allez aussi baisser vous en fait en termes de performance globale sur en fait la performance du PC. Voilà, donc c'est aussi pour ça que pour moi la partie performance je vais lui mettre en fait 8 sur 10. Sur la partie agencement on va être beaucoup plus sévère, on va être sur 6 sur 10. Pourquoi? Premier défi, l'alimentation. Deuxième défi, l'écart graphique. Si elle est trop grande, vous n'avez pas le water cooling en fait en positionnement à l'avant et vous êtes très très proche en fait des ventilateurs. Même si on est sur une format du coup à micro ATX, en fait on peut pouvoir en fait mettre n'importe quel carte graphique à l'intérieur. Donc là c'est un petit peu compliqué. Au niveau des tailles de ventirad, il suffira, il pourra prendre n'importe quel ventirad. Donc ça reste ok. Pour moi il n'y a pas de souci. Niveau agencement, si vous mettez un water cooling sur le dessus, faites bien penser en fait à paramétrer tous vos câbles avant, c'est-à-dire au niveau de l'alimentation, au niveau en fait de la partie donc ventilateur et RGB à ce moment-là, parce qu'après c'est quand même compliqué, on reste quand même sur quelque chose qui est étroit. Les systèmes d'accroche au niveau du cable management, j'en verrai quand même un petit peu plus à l'arrière et notamment pas sur les petites équerres mais vraiment du coup sur la plaque en elle-même pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse correctement se plaquer et qui prenne pas de volume, parce que malheureusement si on commence à avoir des câbles custom en fait à l'intérieur de ce boîtier là, du coup vous allez galérer d'un point de vue cable management à avoir quelque chose qui soit propre et qui soit agréable à l'arrière, que ce soit au visuel ou que ce soit à l'aspect entretien, parce que malheureusement du coup il n'y a pas assez de place pour pouvoir mettre des grosses gaines de câbles. Voilà, donc c'est aussi pour ça que du coup pour moi au niveau de l'agencement, on va être du coup sur en fait un 6 sur 10 et si après on part sur l'aspect esthétique, là du coup je vais mettre 7 sur 10 simplement parce que d'un point de vue, j'allais dire caractéristique globale, ça reste un bon boîtier, il est beau, il est sobre, il reste du coup sur quelque chose, j'allais dire en fait de classique, 5 sur 5 de toute façon en fait globale et esthétique, parce qu'il n'y a rien en fait en termes de features du coup en fait spécifiques. Et au niveau de la partie originalité, sur les 5 points en fait d'originalité en fait à ce moment-là, du coup oui j'ai mis 3 pour en fait le porte-casque et pour la façade avant où justement en fait on peut avoir le design qui change. Je trouve ça original, je trouve que ce sont des choses que l'on n'a pas partout. Quand on va voir du coup sur d'autres boîtiers par exemple avec le Schalke que je vais vous présenter plus prochainement en fait sur la chaîne, où on va avoir une façade en bois, pareil la façade en bois ça va prendre 2 points sur l'originalité. Aujourd'hui on a très peu de boîtiers, j'allais dire exceptionnels d'un point de vue originalité. Vous en avez mais sur le très très haut de gamme, mais sur du coup en fait le milieu de gamme, voilà c'est vrai que c'est quand même compliqué. Aujourd'hui est-ce que je peux vous le conseiller d'un point de vue rapport qualité-prix? Oui, je vais pouvoir vous le conseiller d'un point de vue rapport qualité-prix. Il reste bien situé. Au-delà de 90 €, non, ça ne sera pas du coup en fait pertinent. À 80 €, ça reste ok. En dessous de 80 €, vous pouvez y aller du coup en fait les doigts dans le nez, il n'y a pas de problème. Donc ça, franchement, en fait, allez-y. Vérifiez bien que ça soit compatible avec votre configuration, bien évidemment. Mais sinon, pour moi, il n'y a aucun problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que cette présentation de ce boîtier de chez Deepcool, le CH370, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas directement à me le dire directement en commentaire. Donnez votre avis aussi sur les notes que j'ai pu mettre et en fait justement donnez-vous votre avis directement en commentaire sur ce boîtier. Ça peut être intéressant de pouvoir aussi avoir d'autres regards. Si vous avez des questions, si vous avez justement des remarques vis-à-vis du test, que vous souhaitez qu'on aille en fait peut-être plus loin, que vous souhaitez avoir d'autres tests pour en fait les boîtiers, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Cela me permettra d'évoluer, de pouvoir possiblement être peut-être plus complet pour vous pour un test de boîtier. Donc n'hésitez surtout
pas. C'est comme ça que ça permet du coup de pouvoir faire évoluer la chaîne. Et en parlant d'évolution de la chaîne, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. C'est ce qui m'encourage et c'est ma récompense donc pour pouvoir vous produire en fait ce type de contenu. Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo sur la chaîne. C'était MT. Salut!